Des erreurs ont été commises à la base, je pense que principalement des erreurs de la CEDEAO dans la gestion d'un certain nombre de situations. Je l'ai dit quand j'étais opposant, je le redis aujourd'hui. Et je ne dis pas des choses pour plaire au pays de l'AES ou pour plaire à la CEDEAO. Je ne suis pas dans ces considérations-là. Malheureusement, nous sommes dans un manichéisme qui fait que de plus en plus le discours c'est il est avec moi ou il est contre moi. Vous pouvez être convergent sur 80%, 90%, il suffit que sur une question il y ait des avis divergents et vous devenez des avis divergents du moins et vous devenez l'ennemi. C'est pas ça. Nous devons aujourd'hui nous élever à la hauteur de nos responsabilités tous tant que nous sommes. Je ne cherche pas à plaire aux uns et aux autres. Je reste fidèle à mes idées. Je dis qu'à la base, il y a eu des problèmes. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Mali, j'ai été le premier à faire un message de soutien absolu. Ce fut le cas ici, au Burkina Faso. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Niger, j'étais en détention. Mais j'ai réussi à faire passer un texte sur ma page Facebook, non seulement pour apporter mon soutien, mais pour m'inscrire en faux par rapport aux menaces de la CEDEAO de l'époque d'intervenir militairement. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. L'embargo qui a été fait contre le Mali, c'est inacceptable. Et un pays comme le Sénégal n'aurait jamais dû, en tout cas si nous étions au pouvoir, nous n'aurons jamais accepté cela. On ne règle pas ces problèmes-là de cette manière. On ne peut pas choisir d'aller intervenir militairement dans un pays alors qu'on ne l'a pas suffisamment aidé à faire face à ces problèmes d'insécurité. Et une organisation doit se doter de règles qu'elle peut faire respecter pour tout le monde. Est-ce que si aujourd'hui la même situation se posait au Nigeria, la CEDEAO allait menacer d'aller intervenir militairement? Pourtant, tous les pays membres de la CEDEAO sont des pays d'égale dignité. Et beaucoup d'erreurs ont été commises. Et nous l'avons dénoncé, nous, quand on était opposants, et nous continuons à le dénoncer. Chers frères et sœurs, Ousmane Sonko, durant son séjour au Burkina Faso pour cet événement qui a marqué le monde entier, cet événement pour honorer la mémoire de Thomas Sankara, il a eu à faire un entretien exclusif qu'il a accordé à un média étranger puisqu'il était à l'étranger au Burkina Faso. Et franchement, c'est un entretien dans lequel vous avez beaucoup de réponses. Et dans cet entretien, il a parlé de beaucoup de choses, notamment du franc CFA, notamment des relations qu'il y a entre le Burkina Faso et le Sénégal. Et il a un peu parlé des relations entre le Sénégal et la France. Mais nous, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur sa réponse quand on lui parle quand il lui pose la question sur l'AES, les relations, ce qu'il pense des coups d'État et ce qu'il pense de la CEDEAO et notamment le franc CFA. Donc, il va répondre avec clarté à ce sujet-là. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous et on va réagir ensemble et on verra ce que les gens pensent en commentaire. C'est parti. Abonnez-vous, c'est important, et réagissez également en commentaire. Let's go. Dans le discours et dans les actes qu'on pose, en espérer, inspirer également, comme nous nous inspirons nous-mêmes de ce qui se fait de bien dans d'autres pays africains. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'une des questions en débat actuellement au sein de la jeunesse africaine, c'est la question donc du franc CFA. Alors, quel regard vous portez donc sur le franc CFA? Notre position sur le franc CFA a été très constante. Vous savez, j'ai la chance d'être un homme politique qui a écrit des livres. Et ma pensée est dans ces livres-là. Mais ma pensée est exprimée également à travers des émissions, des meetings. Notre position a été toujours constante. L'effort d'intégration d'une sous-région qui passe par des actes forts pour avoir un marché commun, pour avoir des législations tarifaires communes, pour avoir une monnaie commune, c'est un effort salutaire. Nous voulons un espace intégré. Nous voulons une zone. Le seul fait qu'on parle encore de CFA pose problème. Ça, c'est un élément. Mais ça, c'est les aspects les moins importants. C'est symbolique. Après, la monnaie est un instrument, comme je l'ai dit, de politique publique. Le débat qu'on se pose, c'est est-ce que cette monnaie, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est adaptée à nos options de développement? De la réponse à cette question doit dépendre l'orientation qu'on va prendre. La monnaie CFA, arrimée à l'euro et à la zone euro, semble être une monnaie trop forte pour nos économies, qui nous restreint à être des pays importateurs qui consomment ce qui est produit ailleurs, mais qui ne nous rend pas très compétitifs quand on veut inverser la tendance. Or, la logique dans nos pays, c'est d'aller vers une politique de substitution des imports. C'est entre autres un des griefs économiques, il y en a beaucoup d'autres, notamment le manque de flexibilité et beaucoup d'autres aspects. À partir de ce moment, c'est de la réponse qu'on apporte à ces considérations techniques qu'aura à dépendre notre décision d'aller dans tel ou tel autre sens. Et nous avions dit, depuis mes écrits, mon livre de 2018, quand je devais être candidat à l'élection présidentielle, jusqu'au programme du président Bassirou Diomaye,
de 2024, nous sommes restés constants. Nous sommes dans un ensemble qui présente ses avantages, mais qui a des inconvénients. Nous poserons le débat avec nos partenaires pour leur dire que nous devons évoluer. Si une solution est trouvée dans ce cadre-là, tant mieux. Il n'y a aucune raison pour que nous sortions de cette monnaie. Mais si ce n'est pas le cas, nous assumerons notre responsabilité. Et nous sommes toujours dans cette logique. Quand nous sommes arrivés, la BCEAO, qui est l'institution commune, nous a présenté les travaux qu'ils ont faits, qui vont exactement dans le sens de ce que nous avons dit tout à l'heure. Il s'agit maintenant pour les présidents de se retrouver pour valider un certain nombre d'options. Ça, c'est l'aspect politique. Les techniciens ont fait leur travail. Et nous espérons que nous vivons. C'est ça notre position, nous restons constants. Il y a beaucoup d'amalgames qui se font. Oui, c'est eux qui avaient dit qu'ils sortiraient. Un État se gère de manière responsable. Et nous sommes avant tout des panafricanistes. Tout ce qu'on peut faire pour rester dans la cohésion, nous le ferons. Mais si on se rend compte que ça ne va pas dans le bon sens et que ce n'est pas bon pour nous, le panafricanisme a ses limites également. Ça ne peut pas se faire au détriment des intérêts des États. À partir de ce moment, nous assumerons toutes nos responsabilités par rapport à cette monnaie. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'intégration économique en Afrique de... Alors, j'aimerais réagir ici parce que c'est très important, c'est très intéressant ce qu'il dit. On trouve que ce sont des gens qui veulent la rupture, mais une rupture correcte et simple et clean. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de vouloir sortir coûte que coûte du franc CFA. Il faudrait savoir quels seront les avantages, quels seront les inconvénients. Parce que dans toute chose, dans tout choix, il y a toujours des avantages, il y a toujours des inconvénients. Le but ici, c'est de minimiser les inconvénients et de pouvoir augmenter les avantages. Donc, c'est une stratégie, c'est un processus. Donc, pour toutes les personnes qui posent la question de savoir, mais pourquoi vous n'êtes pas tout de suite sortis du franc CFA? Non. Là où ils sont sortis, les sorties que les autres ont fait, ils ont calculé. Ils ont compris que c'était le moment de sortir parce que ça n'impactait pas forcément l'économie. Jusqu'à preuve du contraire, il y a les autres pays qui sont sortis, qui sont rentrés dans l'AES. Aujourd'hui, ils se portent bien, même si ça a été très difficile. Mais voilà, le franc CFA, oui, ça arrive. Mais il faut attendre. Il faut réfléchir. Il faut penser. Il faut voir comment est-ce que, quand on va sortir, que l'impact, l'inconvénient ne soit pas très majoritaire par rapport aux avantages. Et c'est ça. Si cela est fait et que c'est bon, tant mieux. Si ce n'est pas bon, écoutez, assumez les responsabilités. On rencontre actuellement des difficultés. La CEDEAO compte actuellement 12 pays, après donc le retrait des pays de l'AES. Comment est-ce que justement vous avez vécu ou vous vivez en tout cas cette rupture entre la CEDEAO et l'AES? Avec beaucoup de regrets. Il faut dire les choses. Ne pas être panafricaniste et souhaiter que les ensembles, les fragiles ensembles que nous avions peiné à rassembler, éclatent. Je ne pense pas que les pays de l'AES l'aient fait de gaieté de cœur. Je ne pense pas que le reste de la CEDEAO l'ait accepté de gaieté de cœur. Les rassemblements, c'est d'abord les rassemblements des peuples, avant d'être les rassemblements des dirigeants. Et les peuples continueront à être des peuples de la CEDEAO, quoi qu'on veuille. Ce n'est pas parce que 3 pays sont sortis de la CEDEAO qu'on est dans une rupture totale, opaque, et qu'il n'y ait plus de relations commerciales, de relations économiques, de relations sociales même. Parce que de part et d'autre des frontières, c'est souvent les mêmes populations avec les mêmes ethnies qui vivent. Et notre zone est condamnée à vivre ensemble. Nous sommes liés par l'histoire, par la géographie. Nous n'avons pas de choix. Maintenant, il y a des situations politiques qui se présentent à nous. Des erreurs ont été commises. Il faut dire les choses telles quelles. Je n'ai pas commenté la décision. Lors de sa dernière sortie sur la question, le président Diomaye Faye a appelé à respecter la décision des pays de l'AES. C'est une façon de parler. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on le respecte, c'est des États souverains qui prennent leurs décisions. Des erreurs ont été commises à la base, je pense que principalement des erreurs de la CEDEAO, dans la gestion d'un certain nombre de situations. Je l'ai dit quand j'étais opposant, je le redis aujourd'hui. Et je ne dis pas des choses pour plaire au pays de l'AES ou pour plaire à la CEDEAO. Je ne suis pas dans ces considérations-là. Malheureusement, nous sommes dans un manichéisme qui fait que de plus en plus le discours c'est « il est avec moi ou il est contre moi ». Vous pouvez être convergent sur 80%, 90%, il suffit que sur une question, il y ait des avis divergents et vous devenez, des avis divergents du moins, et vous devenez l'ennemi. C'est pas ça. Nous devons aujourd'hui nous élever à la hauteur de nos responsabilités, tant que nous sommes. Je ne cherche pas à plaire aux uns et aux autres. Je reste fidèle à mes idées. Je dis qu'à la base, il y a eu des problèmes. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Mali, j'ai été le premier à faire un message de soutien absolu. Ce fut le cas ici, au Burkina Faso. Quand il y a eu la prise de pouvoir au Niger, j'étais en détention. Mais j'ai réussi à
faire passer un texte sur ma page Facebook, non seulement pour apporter mon soutien, mais pour m'inscrire en faux par rapport aux menaces de la CEDEAO de l'époque d'intervenir militairement. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. L'embargo qui a été fait contre le Mali, c'est inacceptable. Et un pays comme le Sénégal n'aurait jamais dû, en tout cas si nous étions au pouvoir, nous n'aurons jamais accepté cela. On ne règle pas ces problèmes-là de cette manière. On ne peut pas choisir d'aller intervenir militairement dans un pays alors qu'on ne l'a pas suffisamment aidé à faire face à ces problèmes d'insécurité. Et une organisation doit se doter de règles qu'elle peut faire respecter pour tout le monde. Est-ce que si aujourd'hui la même situation se posait au Nigeria, la CEDEAO allait menacer d'aller intervenir militairement? Pourtant, tous les pays membres de la CEDEAO sont des pays d'égale dignité. Et beaucoup d'erreurs ont été commises. Et nous l'avons dénoncé, nous, quand on était opposants, et nous continuons à le dénoncer. Mais malgré tout, les problèmes familiaux se règlent en famille. Des gens ont eu des problèmes beaucoup plus profonds. Des gens se sont menés des guerres qui sont devenues des guerres mondiales avec des dizaines de millions de morts. Et aujourd'hui, ils sont dans les espaces intégrés pour faire face au reste du monde. Et c'est nous, dans ce sens-là, que nous avions dit que notre souhait, c'est que l'espace n'éclate pas. Parce que même si ça a éclaté, nous continuerons à travailler ensemble. Prenez le cas du Burkina et du Sénégal. Nous avons 20 accords de coopération signés et ratifiés. Il y a 23 autres qui sont en cours de discussion. Vous pensez que c'est parce que le Burkina n'est plus dans la CEDEAO que ça va arrêter? Non. Nous allons continuer et même peut-être accroître la coopération. Les espaces sont des espaces politiques, des cadres politiques. Mais ce qui va se passer entre les États et les peuples va continuer. Et nous espérons, en respectant les choix des uns et des autres, et j'espère que la CEDEAO va en tirer toutes les conséquences pour que dans le traitement à la base, je disais tout le temps qu'on ne peut pas ignorer les causes réelles d'une maladie pour vouloir se pencher sur les symptômes. Merci. Je réagis parce que je trouve ça vraiment classe, vraiment professionnel, vraiment diplomate d'Ousmane Sonko de réagir et de répondre face à cette question-là. Vous savez, je pense que c'est seule la CEDEAO ne comprend pas qu'elle est en tort par rapport à sa manière qu'elle a géré cette crise politique, cette crise géopolitique au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Elle n'a pas su la gérer, mais elle est la seule à ne pas l'entendre de cette oreille-là, parce que tout le monde le dit. Et c'est clair et net, en fait. Et je me rappelle que pendant ce séjour, même, qu'est-ce qu'il a dit? Ousmane Sonko, il a dit que la CEDEAO a réagi quand il y a coup d'État militaire. Mais quand il y a des coups d'État constitutionnels dans les pays, personne ne réagit, personne ne dit un mot. Et ces mêmes présidents-là viennent encore représenter leur pays dans cette même CEDEAO. Il faut qu'il y ait pour 2 poids, 1 seule mesure. Il faut qu'il n'y ait pas de traitement de favoritisme. Voilà, c'est ça. La CEDEAO a échoué sur ce plan-là. Et aujourd'hui, ce qui montre que cette institution est fragilisée par le fait qu'il y a de l'ingérence étrangère dans la CEDEAO. Et c'est ce que les gens déplorent. C'est ce que ces dirigeants-là déplorent. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal fait partie de la CEDEAO. Mais si eux, ils étaient au pouvoir, ils n'allaient pas accepter cette prise de mesure que la CEDEAO avait prise contre le Niger, déjà contre tous ces 3 pays avec ces histoires d'embargo. Pour lui, c'était pas comme ça qu'il fallait régler. Les linges sales se lavent en famille. On devait régler les problèmes. Déjà, la CEDEAO ne s'est pas vraiment prononcée, ne s'est pas vraiment prononcée ou elle ne s'est pas vraiment engagée pour soutenir ces pays-là qui faisaient face à l'insécurité dans la plupart des nord de ces pays. Et c'est ça la frustration de beaucoup de peuples africains. Beaucoup de gens sont morts pour cette négligence-là. Aujourd'hui, ces peuples se lèvent et les militaires prennent leurs responsabilités pour libérer. Parce que la sécurité, qui est-ce qui peut assurer la sécurité d'un État ou d'un peuple? C'est l'armée républicaine. Et à un moment donné, l'armée va prendre ses responsabilités. Parce que déjà, l'armée elle-même, face à cela, c'était difficile parce qu'on lui mettait les bâtons dans les roues. Donc aujourd'hui, je pense que la CEDEAO ferait mieux de revoir sa copie, de revoir son mode de fonctionnement. Sinon, à un moment donné, la CEDEAO, elle va s'éteindre. S'il y a coup d'État, qu'est-ce qui a amené les coups d'État? Et pourquoi, quand les gens font des tripotages constitutionnels, la CEDEAO ne parle pas? Quand des gens briment des opposants, la CEDEAO ne parle pas? Jusqu'à ce que certaines situations arrivent, on sort des communiqués, on fait des embargos et on menace d'intervenir militairement. C'est ces erreurs qui nous ont conduit à ça. Et j'espère que la CEDEAO en tirera toutes les leçons et surtout aura l'ouverture qu'il faut pour traiter tous les États de manière égale. Il n'y a pas ici de grands ou de petits États, etc. Et peut-être sous ce chapitre, et je ne désespère pas, tôt ou tard, que les retrouvailles se fassent, parce que nous avons un destin commun. Justement, le président Diomaye Faye et son homologue du Togo
ont été désignés par la CEDEAO pour mener donc une médiation. Est-ce que vous pensez que les positions sont encore conciliables? Les positions sont toujours conciliables. L'histoire est faite de séparation et de retrouvailles. De séparations quelquefois très douloureuses, qui ont abouti certainement quelquefois à des guerres et tout, et de retrouvailles. C'est maintenant, c'est dans 10 ans, c'est dans 100 ans, Dieu seul sait. Mais d'abord sur la médiation, je pense que le président Faye a fait ce qu'il a fait de bonne volonté. Beaucoup de gens, même dans l'opinion publique, une certaine opinion publique, pas tout le monde dans les pays frères de l'AES, dès lors que le président Diomaye a été désigné médiateur, ont immédiatement voulu l'associer ou alors lui imputer une responsabilité dans ce qui s'est fait. Je rappelle que tout ça ne nous avait pas trouvé, nous, au pouvoir. Peut-être que ceux qui l'ont désigné médiateur ont considéré qu'ils étaient suffisamment déjà contestés ou indexés pour pouvoir eux-mêmes être les solutions. Et c'est pourquoi ils ont considéré que le Sénégal, qui venait d'accéder au pouvoir avec une certaine vigilité, pouvait peut-être réussir là où ils ont réussi. Mais, nous édifiera sur ce qui sera fait, mais même si c'est maintenu. Je dis que à la limite, ce n'est pas le plus important. Je vous donne un exemple. Si les pays de l'AES sortent de la CEDEAO, théoriquement, qu'est-ce qui manque? Ils ne sont plus dans le marché commun et ils ne partagent plus un certain nombre d'avantages communs en termes de facilité de circulation, en termes de documents de voyage, etc., etc. Mais fondamentalement, la ZLECAf, que nous avons tous ratifiée, offre exactement les mêmes avantages dans l'espace, dans l'espace africain, beaucoup plus large. Et ce qui est indexé ici, dans le cas de la CEDEAO, c'est particulièrement la dimension politique de la CEDEAO. La dimension politique. Avant qu'on arrive à la CEDEAO, la première formulation n'avait pas ces aspects politiques-là, où l'ensemble des pays pouvait s'intéresser sur ce qui se passait politiquement dans un autre pays et y intervenir. Ça, c'était l'aspect marché, l'aspect économique qui était privilégié. Ce qui est contesté aujourd'hui par les pays de l'AES, c'est qu'on ait pu, à un moment donné, mettre en branle la dimension politique de la CEDEAO au point de vouloir mettre des sanctions contre ces pays-là. Je pense que l'évolution naturelle des choses va nous édifier, mais je ne vois pas d'impact important possible dans cette séparation sur le plan de la coopération entre les pays et dans la zone globalement. D'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'un des arguments qui a été avancé par les pays de la... Bon, chers amis, on va regarder quand même ce que pensent les gens, mais moi je trouve que c'était un entretien qui était limpide, fluide. Il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu d'accrochage. Il y a eu un professionnalisme. Je retrouve un Ousmane Sonko qui a enlevé sa casquette d'opposant et qui, en tant que dirigeant, en tant que chef de gouvernement, arrive maintenant à s'exprimer et à dire les choses sans pour autant offusquer ou sans pour autant faire une chasse aux sorciers. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais remarqué. Félicitations aux journalistes et félicitations également à Ousmane Sonko pour sa clairvoyance. Alors, regardons ce que les gens pensent de cette interview. Alors, tous les journalistes doivent prendre exemple sur la correction, la discipline et le calme de ce monsieur qui interroge le Premier ministre. Ça, c'est vrai. Franchement, félicitations à lui, c'est très professionnel. Continuons. Toujours constant, fier de l'avoir comme dirigeant depuis le Congo-Brazza. Bonne chance. Nous, les Burkinabés, on aime tellement Sonko et on croit en lui et on sait qu'il n'agira que dans l'intérêt du Sénégal et de l'Afrique noire. Depuis la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique de liberté. Ce monsieur est vraiment surdimensionné en valeur, un vrai responsable, que Dieu le protège. C'est du lourd. Le duo Diomaye Sonko, un rempart contre l'impérialisme et la balkanisation. Force à vous, soutien total depuis le Burkina Faso. Merci Ousmane Sonko. Merci beaucoup Ibrahim. Alors je crois que lui il écrit en Wolof. Ousmane Sonko est plus que humain. God bless and protect you. Encore Wolof. Vive l'Afrique, vive le Sénégal et vive le Premier ministre Ousmane Sonko. Nous sommes condamnés à être ensemble car nous partageons la même histoire et inséparables géographiquement. Une base très solide pour s'unir à jamais. Alors, clairvoyant, constant, incorruptible. C'est pour cette raison que nous, Sénégalais, les avons choisis. Nous les aimons et les soutenons. Vive le Sénégal libre et prospère. Alors, une autre réaction. Mon frère, prenez tous vos efforts pour joindre le Sénégal à l'AES pour un espace intégré et libre. Il y a l'espace d'intégration avec une pression externe. Alors, un autre commentaire plus percutant. Des fautes ont été commises par les dirigeants de la CEDEAO vis-à-vis des pays de l'AES. Des présidents comme Alassane Ouattara, Patrice Talon, Tinubu sont les véritables responsables de la dislocation, de la CEDEAO.
Et je pense qu'on est totalement d'accord avec ça. Donc, voici un peu ce que les gens pensent. Chers amis, j'attends vos réactions en commentaire et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Moi, c'est la Réa. Je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Et ça me ferait plaisir d'avoir votre point de vue, de vous voir réagir et partager autour de vous. On se dit à la prochaine.